Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons les bienvenus ici au plateau de Pacemaker dans le cadre de votre émission La médecine pour tous. Une émission qui a été conçue pour vous, une émission qui a été conçue pour la santé. Conçue pour vous informer des connaissances de la médecine dans le but de vous éloigner de l'ignorance et de promouvoir la santé. Je suis accompagné d'un public ici avec des belles jeunes femmes et des jeunes hommes ici dans différents domaines. Certains font la médecine, d'autres font le droit. Si je suis avec eux, c'est parce que l'émission d'aujourd'hui sera plus qu'une émission, mais ce sera une sensibilisation. Je suis accompagné d'un médecin. Il est médecin à l'hôpital, aux cliniques universitaires de Kinshasa, le docteur Rive Lukwaku, un anatomopathologiste que je salue. Bonjour, monsieur Rive Lukwaku. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, comment vous vous portez, docteur? Oui, on peut dire tout va bien. Alors, vous êtes médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa? Bien sûr, je suis médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa, au département d'anatomie pathologique. C'est une noble discipline que nous sommes en train de promouvoir ces derniers temps, surtout dans les domaines timoraux, je dirais dans le domaine des cancers, des tumeurs et consorts. Et c'est un domaine très important que les publics doivent connaître parce que pour les diagnostics de certitude, celui dans le domaine timoral, cette discipline s'avère très capitale et elle est même au centre même pour même orienter la prise en charge avec toutes ces pathologies qui sont en train de déranger la population. Et donc voilà, je suis au département d'anatomie pathologique au clinique universitaire de Kinshasa. Alors, docteur Yves, avec quelques recherches que j'ai faites sur vous, j'ai vu que vous êtes président de la Framibec, c'est ça? Oui, bien évidemment. Je suis président de tous les anciens de la faculté de médecine de l'Université de technologie Belcampus. En sigle Framibec, on a dit Framibec parce que nous sommes une fraternité. Au-delà en dépit, je dirais, de nos connaissances pratiques en médecine, une fraternité s'avère aussi très important pour les entraides et la solidarité qu'on sort. Donc, fraternité de médecins ici de Belcampus, c'est bel et bien cette structure qui regroupe tous les anciens de la faculté de médecine. Alors, moi, je suis le président. Il y a tout un comité de pilotage. Nous sommes là en train d'œuvrer. Nous sommes cette structure utile, intermédiaire entre l'université, la faculté de médecine de Belcampus et puis ces anciens de la faculté. Donc, il y a des objectifs qui sont très bien précis. Je crois que notre jour, on aura le temps d'en parler. Oui, parce que d'un grand amour de la médecine que vous avez organisé plusieurs formations sur l'hypertension artérielle et sur les cancers. Oui, nous avons fait déjà 2 formations. La première formation a consisté sur la cancérologie. Nous avons parlé des cancers digestifs fréquents et puis les cancers de l'appareil génital féminin. On a pris plus le col et le sein. Et il y avait des éminents professeurs qui étaient là en train de... Nous avons animé cette conférence, cette formation. Et la deuxième a consisté sur la prise en charge correcte de l'hypertension artérielle, bien évidemment avec des éminents professeurs. C'était bien. Nous comptons dans les jours à venir organiser d'autres formations continues pour bien évidemment promouvoir la médecine, surtout dans notre contexte qui est la République démocratique du Congo. Alors, chers téléspectateurs, nous comprenons que nous recevons une très grande personnalité ici au plateau et nous allons parler avec lui sur le cancer du col de l'utérus, vu qu'il est spécialisé plus dans ces domaines-là, dans le domaine tumoral, comme il vient de nous le préciser. Docteur, nous voulons parler du cancer du col de l'utérus. Comment vous vous sentez d'être ici à l'émission La médecine pour tous, pour pouvoir un peu promouvoir la santé dans votre domaine? Je suis d'abord très flatté, ça il faudrait le dire, très flatté dans la manière dont la thématique est abordée. On parle des cancers du col aujourd'hui, je crois qu'il y a d'autres sujets qui seront abordés, mais dans les cas d'espèce, nous parlons du cancer du col. Et nous sommes en train de nous adresser sur toutes les souches de la population, que ce soit la population intellectuelle, que ce soit la population non intellectuelle. Et nous allons, bien évidemment, je sais que ce n'est pas facile, essayer d'aborder avec le terme vulgaire pour permettre cette sensibilisation pour les cancers du col. Déjà, il faudrait retenir que les cancers du col est parmi les cancers les plus répandus, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi en République démocratique du Congo. Il y a des études réalisées par, je prends l'exemple de Dr Kajimina, qui a bien évidemment travaillé sur les cancers du col, et les profs Alérissas, qui a bien évidemment aussi travaillé sur les cancers du col, bien évidemment. Les études démontrent, même en République démocratique du Congo,
ça serait le premier cancer qui est en train de ronger ou de tuer nos sœurs, nos mamans, nos femmes et consorts. Donc, bien évidemment, tout le monde est censé de connaître ce que c'est les cancers du col, comment faire face à ces cancers, quelles sont les mesures préventives pour nécessairement s'en sortir de cette situation. Je crois qu'on va, avec le temps, on va aborder avec beaucoup de termes vulgaires ou des termes appropriés techniquement pour essayer d'en parler. D'accord. Si nous pouvons commencer directement avec le cancer du col de l'utérus, j'aimerais d'abord que vous puissiez dire à cette population déjà c'est quoi les cancers et c'est quoi le col de l'utérus. Parce qu'avant d'aborder les cancers, il serait mieux de connaître au moins d'abord quels seraient les cancers et le col de l'utérus. Merci pour cette question qui s'avère très importante parce qu'on ne peut jamais aller directement parler de la pathologie ou de la normale sans pour autant passer par ce qui est normal. Alors, je vais définir, il y a des définitions opérationnelles pour bien comprendre ce qui est de sujet aujourd'hui. Les cancers. Les cancers, c'est une prolifération anarchique de cellules. En fait, l'homme est fait de petits éléments. Et ces petits éléments sont appelés cellules. Okay. C'est l'unité de base même de la vie ou du corps humain. Ces cellules se mettent en groupe ou en collection pour des cellules qui présentent la même forme ou la même morphologie, mais aussi ces cellules peuvent jouer les mêmes fonctions. Et ces regroupes, ces collections sont appelées les tissus. Okay, oui. Et les étudiants en médecine connaissent qu'il y a 4 grands groupes de tissus. Il y a les tissus épithéliales, il y a les tissus conjonctifs, il y a les tissus musculaires, il y a les tissus nerveux. Et chacun de ces tissus présente des caractéristiques similaires ou des caractéristiques différentes pour chacun des tissus. Donc chaque tissu a des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles différentes des autres. Je prends par exemple dans le cadre du tissu épithélial parce que les carcinomes, comme vous avez dit, ça, on va plus parler de ces cancers et ces cancers qui touchent plus les tissus épithéliales. En fait, ce sont des cellules qui se mettent ensemble pour une seule fonction. Plusieurs fonctions sont énumérées. Il y a la fonction de sécrétion, il y a la fonction de défense, il y a la fonction d'absorption. Donc il y a plusieurs fonctions. Et donc ces cellules, comme je disais, sont en connexion. Et ces connexions s'appellent les tissus. Mais la caractéristique principale de ces tissus, c'est que ces cellules sont jointives. Ils présentent des jonctions entre elles. Okay. Ces cellules reposent sur une structure. Cette structure s'appelle la membrane basale. Et ces cellules, ces tissus ne présentent pas de vaisseaux, c'est-à-dire ne se nourrissent pas de vaisseaux qui sont localisés à son sein, mais du moins, ces tissus utilisent 2 vaisseaux qui sont localisés au niveau du tissu qui vient juste après la membrane basale. Ça s'appelle les tissus sous-jacents et généralement, c'est les tissus fibrillaires. Donc, voilà. Et les cancers, c'est cette prolifération de cellules, mais cette prolifération, de manière vulgaire, elle est anarchique, elle est excessive. Et cette prolifération échappe au mécanisme de régulation de l'organisme. Je prends l'exemple quand je suis un papa, j'ai ma fille, et j'ai toute une façon de gérer ma fille. Et les cellules, comme des filles aussi, les corps humains, étant parents, présentent des mécanismes qui sont capables de gérer la multiplication ou la prolifération de ces cellules. Okay. Parce que les cellules doivent donner d'autres cellules pour assurer les renouvellements continus des cellules. Alors, il y a des cellules, quand ils prolifèrent, ces cellules-là, ces éléments que je viens de parler, quand elles prolifèrent plutôt, elles échappent au mécanisme de régulation de l'organisme. Et ça s'appelle un cancer. C'est, je dirais, tumeur, parce que de façon générale, il y a 2 types de tumeurs. On parle même de 3. Il y a des tumeurs bénignes, c'est-à-dire vous avez la prolifération, mais cette prolifération, elle est bénigne. Elle a un comportement bénin du point de vue clinique. C'est-à-dire que vous n'aurez pas trop de signes compliqués qu'on sort, parce que le processus sera encapsulé, le processus sera clôturé. Je peux dire en termes de manière à ne pas nuire. Oui, de manière à ne pas envahir d'autres organes. Mais un cancer, c'est une tumeur maligne. C'est-à-dire que cette tumeur présente un comportement biologique malin. C'est-à-dire qu'elle peut emvoisiner, elle peut envahir les organes voisins. Elle peut envoyer des métastases, c'est-à-dire des tumeurs filles. Vous avez quelqu'un qui fait un cancer du col, comme naissance de ces cancers, mais ça peut
proliférer jusqu'à donner des métastases au niveau pulmonaire. Vous avez quelqu'un qui avait un cancer du col, présenter des affections pulmonaires. Elle peut même donner des affections osseuses. Quelqu'un, une femme qui était bien dans sa famille, avec ses enfants, avec un cancer du col, il commence à présenter des pathologies, des fractures pathologiques. Ok. Donc, et ça, ce sont les éléments caractéristiques d'un cancer. Mais du point de vue histopathologique, là où moi je travaille, dans mon domaine, nous avons aussi des caractéristiques microscopiques qui vont nous dire que ça, c'est un cancer. Un cancer, oui. Donc, ça s'appelle en un mot l'atypisme cytonucléaire. Donc, vous allez voir, par exemple, vous avez des cellules qui vont présenter une augmentation du volume des noyaux, parce que dans la cellule, vous avez des parties. Il y a des noyaux, il y a des cytoplasmes, et puis il y a une membrane qui doit couvrir ces cytoplasmes, ça s'appelle membrane cytoplasmique. Et il y a des caractéristiques, ça c'est un cancer. J'ai en face de moi, par exemple, un noyau qui présente un hyperchromatisme nucléaire, des noyaux foncés, ça m'oriente vers un cancer. Donc ça c'est plus un domaine spécialisé, mais chez nous, nous avons des caractéristiques pour dire, bon voilà, ça c'est un cancer. Parce que le diagnostic d'un cancer reste anatomopathologique. Okay. Les cliniciens, les gynécologues vont dire, bon voilà, je suis des suspectés. Mais pour conclure à un cancer, je dirais, c'est la NAPAT qui doit intervenir parce que c'est lui qui est le domaine par excellence pour les diagnostics du cancer. Du cancer. Et l'école de l'utérus maintenant? Alors, l'école de l'utérus en soi, c'est l'organe reproducteur chez la femme. C'est-à-dire, il est prêt à recevoir l'ovule pour le développement du fœtus, si vous voulez dire en termes vulgaires. Et l'utérus a deux parties, il a trois parties. De façon générale, vous avez la partie supérieure qu'on appelle le phallus ou les fonds de l'utérin. Vous avez la partie intermédiaire qu'on appelle les corps de l'utérus. Et puis vous avez la partie qui fait protrusion au niveau du vagin. Ça s'appelle le col de l'utérus. Le col de l'utérus, en fait, c'est une partie de l'utérus, de la partie inférieure de l'utérus, mais qui fait protrusion au niveau du vagin. Donc, en fait, là, on place les spéculums pour le gynécologue, dans un cabinet de gynécologue, et on peut voir ce que nous voyons là, c'est le col. Alors, le col, du point de vue rappel, il y a deux parties. Il a une partie externe, il a une partie interne. La partie externe, c'est ce que nous appelons en un mot, pour le terme sémiologique, ça s'appelle exocole. Les autres peuvent parler de mésonitanche et consorts. Exocole. Et la partie interne s'appelle endocole. Et il y a toute une composition histologique pour chacune des parties. Déjà pour les étudiants qui font l'histologie, on vous dira qu'au niveau de l'exocole, vous avez un épithélium malpilien qui est non kératinisé. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de cellules qui s'organisent, présentent plusieurs couches de cellules. Au niveau de l'endocole, vous avez aussi un autre épithélium qu'on appelle l'épithélium cylindrique glandulaire, mycosécrétant, parce que ça doit sécréter la glaire cervicale qui est aussi très importante pour empêcher les agressions d'origine microbienne. Ok, d'accord. Et quand je dis les cancers de l'utérus, c'est les cancers du col, c'est cette partie du col qui est touchée. Et ça peut être soit au niveau de la partie externe, soit au niveau de la partie interne. Mais dans la plupart des cas, c'est l'exocole qui est la partie la plus touchée. C'est-à-dire, entre l'exocole, il y a une zone d'éjonction, c'est-à-dire une zone qui met en contact entre ces deux structures histologiques différentes. Et c'est dans cette jonction où l'agent qui est responsable de ces cancers du col, qui s'y trouve préférentiellement, il se trouve dans cette zone d'éjonction. Ça s'appelle zone d'éjonction squamo-cylindrique. Donc je crois que les gens, les médecins, je pense que c'est vraiment bénéfique pour ceux qui sont en médecine et pour d'autres. Je pense qu'on peut comprendre en résumé que les cols de l'utérus se trouvent dans l'appareil génital de la femme. Ça se trouve dans l'appareil génital de la femme et communément appelé matrice. Communément appelé matrice. Également. Et le cancer du col de l'utérus, c'est une prolifération des cellules à ces niveaux-là. Oui, vous avez une prolifération, mais il faudrait noter, c'est une prolifération anarchique. Anarchique, c'est-à-dire elle ne dépend plus de mécanismes de régulation de l'organisme. Mais là, si maintenant il faudrait parler de la façon dont cette maladie, ce cancer survient, c'est quoi l'agent pathogène ou causal de ces cancers? Alors ça, c'est aussi une question très importante. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être responsables de l'apparition de ces cancers. Mais les études démontrent actuellement que c'est depuis 1980,
il y a un professeur, un médecin qui s'appelait Zir Ozen. Il a démontré que la cause principale ou l'agent pathogène, c'est le virus. Et ce virus s'appelle le HPV, le Human Papillomavirus. C'est en anglais. Ok. Le papillomavirus humain. Et c'est en 1980 qu'on avait démontré qu'il y a l'association entre ces virus et les cancers du col. Les cancers d'utérus. D'ailleurs, voire même aujourd'hui, actuellement, on parle même des vaccins. C'est depuis d'ailleurs, on commence à parler de vaccins, qui reste actuellement une mesure préventive ou une mesure prophylactique la plus importante. Et il y a même, on va en parler, il y a même une tranche d'âge qu'on devait mettre qui est considérée pour ce vaccin, afin de ne pas permettre l'apparition de ces cancers. Parce que ce virus va évoluer vers les lésions précancéreuses. En fait, les lésions précancéreuses, ce sont des lésions qui ont une potentialité accrue pour l'apparition des cancers. Et tout commence par l'agent. Cet agent, en faisant ses effets cytopathogènes, il va arriver à l'apparition des lésions que nous appelons les lésions, des modifications au niveau des cellules qui bordent, dans le cas d'espèces, l'exocoles. Oui. Et ils vont créer des modifications cytologiques. Et ces modifications cytologiques sont appelées les lésions précancéreuses. Autant aussi on parlait des dysplasies, mais actuellement c'est obsolète. On parle de lésions néoplasies intraépithéliales ou lésions intraépithéliales. Ça peut être des bas ou des hauts grades. Et donc, mais il existe aussi certains facteurs, hormis cet agent. Vous avez par exemple la précocité des rapports sexuels. Ça fait partie des facteurs facteurs de risque pour l'apparition de ces cancers. Oui. Vous avez la multiplicité des partenaires. Vous avez une personne, d'ailleurs c'est la monnaie courante, une fille qui doit avoir 4, 5. Elle s'est dit, bon voilà, par exemple, je suis étudiante, je devais avoir autant de maris, autant de chéris, des partenaires sexuels, tout ça, parfois, ils font des contacts, ceux qui sont incontrôlés, par conséquent. Ça peut être un facteur qui peut être à la base, non seulement de l'apparition, mais aussi de la progression de ces cancers. Okay. Vous avez la précocité, comme je dis, des rapports sexuels, vous avez la multiplicité des partenaires, vous avez aussi la multiparité. Une femme qui a beaucoup accouché, c'est-à-dire qu'elle a créé des traumatismes au niveau de son corps, pour être un peu vulgaire. Et donc, ça pourrait être aussi à la base. Il y a le tabagisme. Actuellement, les femmes, je dois insister, avec les phénomènes chicha. Les filles, vous allez voir une fille qui filme avec la chicha, c'est très dangereux. Ça, il faut souligner, c'est très dangereux. Parce qu'actuellement, c'est déjà une monnaie courante. On sait voir les filles en train de filmer la chicha et consorts. Et c'est un facteur. Vous avez l'infection, certaines infections comme l'infection à VIH, c'est parmi les facteurs. Vous avez des infections avec les chlamydia, qui est un genre, la chlamydiose, c'est parmi les facteurs. Vous avez aussi un autre facteur de risque, c'est le fait qu'on ne dépiste pas à temps les lésions précancéreuses et les manques de vaccination. Ce sont aussi des facteurs. Parce que si vous regardez aujourd'hui en France, l'incidence a beaucoup baissé, l'incidence du cancer du col. Pourquoi? Parce que vous avez le dépistage. On dépiste quoi? On dépiste ces modifications au niveau des cellules. Pour en prendre bien soin. Voilà, des lésions intraépithéliales. Avec l'OMS, actuellement, on parle de des grades, des hauts et des bas grades. Donc voilà un peu. Mais pour l'agent dont j'ai parlé, le Human Papillomavirus, on vous dira pour certaines personnes, on parle même des 100 types. Il y a d'autres qui parlent même des 200 types. Mais il y a, ce n'est pas tous les virus qui sont pathogènes, tous les sous-types qui sont pathogènes. On vous parlera même de 18 pour les uns, 11 pour les autres. Mais il y en a 2 qui sont potentiellement oncogènes. Il y a les 16, il y a les 18. Et même quand on fait les vaccins actuellement, les vaccins, si les premiers vaccins étaient bivalents, ça ciblait le 2 germes là, parce que c'était non seulement le plus fréquent, mais aussi les plus pathogènes. Mais actuellement, on a aussi un autre vaccin, on parle même des non-avalents, qui ciblent 9 sous-types de cet agent pathogène pour, n'est-ce pas, exclure ou éradiquer les lésions précancéreuses. Maintenant, docteur, nous comprenons, chers téléspectateurs, ici, que le docteur est en train de toucher tous les points possibles qui sont des facteurs à risque de présenter
les cancers du col de l'utérus. Le docteur, s'il faut parler un peu de l'HPV, les human papillomavirus, où peut-on en trouver ou entrer en contact avec dans la circulation ou dans la vie courante? Bon, il faudrait dire que le human papillomavirus, d'abord, c'est un virus. On vous dit, il est absent dans les spermes et consorts. Mais il est des contacts cutanés. On peut le trouver au niveau cutané, la transmission peut être cutanée. Mais au niveau de toutes les mycoses, je devais déjà répondre à une question parce qu'on peut trouver les HPV dans toutes les mycoses. Que ce soit les mycoses génitales, que ce soit les mycoses même des types digestifs. Raison pour laquelle on peut faire un cancer, mais qui est généralement causé par l'agent, mais au niveau de la gorge, on peut le faire, au niveau du pharynx, au niveau de l'anis, façon de mycoses. Alors, la transmission, en fait, c'est une infection sexuellement transmissible. Et c'est-à-dire, ça se fait par les contacts. Soit ça peut être des contacts sexuels. Les contacts sexuels, on sait aujourd'hui avec la pratique, les rapports sexuels ne se font plus seulement, bien que ce sont des pratiques qu'il ne faut pas encourager. Les rapports sexuels peuvent se faire actuellement avec, soit par des voies génitales, mais elles peuvent aussi se faire par la voie orale. Par conséquent, une personne qui fait l'infection à HPV, s'il fait l'infection par voie orale, elle peut contaminer l'autre. Ça peut être énorme. Oui, facilement. C'est la raison pour laquelle les gens pensent que les germes là ne causent seulement les cancers du col. Non. Un homme peut faire aussi un cancer lié à ces germes. Les cancers du pénis, par exemple, les cancers de la bouche, au niveau de l'anus, un homme peut faire les cancers, un carcinome épidermoïde anal, mais qui est causé par cet agent, les human papillomavirus. Donc retenez que ça peut se faire soit par les contacts cutanés, on les retrouve au niveau de la peau, ou soit au niveau des muqueuses. Et les muqueuses, nous prenons généralement les muqueuses digestives, les muqueuses génitales. Voilà ce que je pourrais dire de ce virus. Docteur, bien que les diagnostics, vous avez dit, ça reste anatomopathologique, le diagnostic du cancer, quels seraient les symptômes pour savoir distinguer, dans le sens où quand on voit une femme, qu'on sache qu'il présente le cancer du col de l'utérus? Peut-être en clinique ou même une maman à la maison avec sa fille qui a peut-être des douleurs, comment elle peut savoir pour que sa fille présente ce cancer? Bon, il faudrait d'abord dire que les circonstances de découverte, d'abord pour les cancers de façon générale, sont diverses, je dirais diverses. Ça peut se faire de manière fortuite, c'est-à-dire pour des examens scolaires ou préscolaires, on peut détecter déjà certaines lésions précancéreuses. Mais en ce qui concerne la clinique, comme symptômes, il y a plusieurs symptômes. Mais les maîtres symptômes restent les saignements. Les saignements vaginaux. Qui présentent deux hémorragies ou des saignements vaginaux en dehors des règles, c'est un signe le plus fréquent ou le plus fréquemment rencontré. Il doit ipso facto, de manière obligatoire et rapide, voir son gynéco. Vous avez des saignements vaginaux? Des saignements, oui. Qui peuvent être soit en dehors des règles, ou soit ça peut être au cours des rapports sexuels. La femme te dit non, quand je fais mon rapport sexuel, après les rapports sexuels, je présente une hémorragie. Ou la femme peut te dire, quand je fais ma toilette vaginale, et voilà, je vois les sangs. C'est déjà un signe le plus fréquemment rencontré. Mais il y en a d'autres signes. Il peut s'agir de douleurs abdominales atroces. Déjà, chez une femme, une douleur atroce doit être aussi un motif de consultation. Parce que ça peut envelopper un processus cancéreux. Vous avez les lécorrhées, c'est-à-dire des pertes vaginales. Les pertes vaginales qui soient liquidiennes, ce sont parmi aussi les signes qu'on peut citer. Une personne qui présente des pertes liquidiennes doit nécessairement voir son gynéco. Et d'emblée aussi, on peut avoir des signes qui témoignent d'une métastase, c'est-à-dire une tumeur fille. Vous avez au niveau du col, les processus cancéreux et l'occasion au niveau du col, mais elle peut donner d'autres petites filles. Elle peut engendrer d'autres filles. Vous pouvez avoir directement des douleurs au niveau pulmonaire, on peut avoir de pleurésie, et là, c'est déjà quand le cancer a déjà évolué. Mais tout au début, vous avez généralement le saignement.
Les saignements vaginaux qui peuvent être soit au cours pendant les rapports sexuels, soit en dehors des règles. Donc là, je sensibilise déjà, s'il faut le dire, toutes les femmes, au-delà des 35 ans, vous avez des hémorragies génitales en dehors des règles, c'est un motif, je dirais même par excellence, pour consulter votre gynéco ou un médecin. Ce n'est pas seulement un gynécologue, il y a aussi des médecins généralistes qui peuvent jouer ce rôle-là de guidance afin de dénicher ces processus cancéreux. Voilà. Ouais, mais le docteur, pouvons-nous avoir les virus sans pour autant présenter les cancers? Genre avoir les virus en nous, dans les human papillomavirus, sans pour autant présenter les cancers du col? Oui, ça existe. Je dirais déjà qu'à l'échelle mondiale, 50 à 80% des femmes, dans leur activité sexuelle, ont déjà, même ne serait-ce qu'une seule fois, contracté le virus, l'infection à... Et pourquoi ils ne présentent pas les cancers alors? Alors, il faudrait dire aussi que cette infection est transitoire. Elle est transitoire, c'est-à-dire elle peut apparaître, mais ça peut aussi dépendre de l'état immunitaire ou de l'état du système de défense du corps. Quand le système de défense du corps humain ou de la femme est apte, ce système peut aboutir à l'éradication de ces germes. Et les systèmes, il y a une raison pour laquelle l'infection à VIH faisait partie même des facteurs de risque dont je parlais. Parce qu'avec quelqu'un qui présente une infection à VIH, son état ou son système de défense est affaibli. Par conséquent, lorsqu'il y a pénétration de ce virus, voilà, il peut faire. Donc, au début, on peut toutefois détecter en faisant le frottis, un examen simple, le frottis cervico-vaginal. Si on le fait, les frottis oncologiques, si on détecte déjà, voilà, il y a des lésions, des modifications morphologiques liées à la présence de ces germes, voilà, on va les traiter. On va plutôt la traiter, on doit traiter cette femme-là. On peut faire soit de la conisation, on peut faire la vaporisation au laser. Bon, voilà, c'est plus un domaine gynéco. Là, on traite pour éradiquer les lésions précancéreuses. Parce que tout doit évoluer par l'infection. Cette infection va évoluer vers les lésions précancéreuses. Les lésions précancéreuses vont évoluer vers un carcinome in situ, c'est-à-dire la localisation de ces processus tumorales reste encore au niveau superficiel, je dirais au niveau intraépithélial, sans pour autant dépasser, comme j'avais dit, la membrane basale. Oui. Il reste encore là, c'est le carcinome in situ. Et le carcinome in situ va évoluer vers une autre composante, ce serait un carcinome épidermoïde. Donc, l'infection, on peut avoir les germes, on peut faire une infection à VIH, et plutôt une infection à HPV, mais sans pour autant que ça puisse vous amener vers un cancer. Mais la question reste et que cette infection soit découverte à temps. Mais docteur, les cancers du col de l'utérus et la stérilité ou la fertilité de la femme, ça peut causer la stérilité chez la femme, les cancers du col de l'utérus, être à la base de la stérilité. Oui. D'abord, les cancers, il faudrait noter, j'aime ça lorsque mon professeur Bienvenue Leboise, il aime trop dire, il faudrait d'abord dire qu'il n'y a aucun cancer qui se ressemble. Ok. C'est-à-dire, les cancers du col pour telle dame, telle femme, ça doit être nécessairement la même forme ou les mêmes caractéristiques ou les mêmes caractères que celui que l'autre peut porter. Okay? Raison pour laquelle tout un cancer présente un traitement personnalisé. Okay. Et ce traitement est discuté en réunion qu'on appelle réunion de consultation pluridisciplinaire. Donc, quand vous avez un cancer, vous avez le pathologiste diagnostique le cancer. Il doit exposer son diagnostic dans cette réunion qu'on appelle des consultations pluridisciplinaires, où vous avez un cancérologue doit être là, vous devez avoir un médecin, tant généraliste que spécialiste en gynéco, dans les cas d'espèce, vous devez avoir un pathologiste qui doit être là, vous discutez ensemble pour ressortir un traitement personnalisé pour cette dame, tenant compte de certaines caractéristiques du terrain, c'est-à-dire de la personne qui présente les cancers. Et donc ça veut dire que ça peut aussi tout donner. Ça peut tout créer comme complication. D'ailleurs, en médecine, il y a un principe, on dit il n'y a ni toujours ni jamais. Donc ça peut amener quelqu'un à faire une stérilité.
Voilà, ce n'est pas exclu. Le docteur, puisque au début vous avez dit qu'une femme peut présenter un cancer, soit quelqu'un peut présenter un cancer et ensuite présenter vous avez dit des fractures des os. Quelles seraient les grandes complications du cancer du col de l'utérus sans une bonne prise en charge? Déjà, les complications sont néfastes quand on ne sait pas prendre en charge les cancers. Parce qu'il faudrait aussi dire que le cancer, c'est une maladie à bas bruit. Généralement, dans notre contexte, on découvre les cancers déjà à un stade très avancé. OK? C'est-à-dire que vous avez déjà des complications. Et les complications peuvent toucher tous les systèmes du corps humain. Ça peut toucher les poumons, les systèmes respiratoires. Ça peut toucher les systèmes cardiovasculaires. Ça peut tout toucher. En fait, les complications sont diverses, je dirais même de la tête aux pieds. Parce qu'une métastase, on ne va pas te dire, c'est moi, je préfère seulement les poumons. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir faire directement une complication au niveau nerveux ou au niveau du système nerveux. Okay. Donc, les complications, je dirais de façon générale, les complications, on peut avoir plusieurs complications. Les complications peuvent être locales ou elles peuvent être à distance. Locale, et je parle de l'appareil génital féminin, parce que quand on dit appareil, c'est un ensemble d'organes. Ces organes se mettent ensemble pour une fonction spécifique. Et de façon locale, on peut avoir des complications, plusieurs complications. Et de manière aussi à distance, comme ça dit pour les organes qui ne sont pas dans la même caverne que le col, on peut aussi trouver beaucoup de conséquences. Comme je dis par exemple, vous avez au niveau osseux, vous pouvez faire des fractures osseuses. Docteur, quelle est alors la bonne prise en charge pour les cancers du col de l'utérus? S'il faudrait parler de la bonne prise en charge, parce que vous parlez de la bonne prise en charge. Oui, la bonne prise en charge. Je dirais, la bonne prise en charge resterait, pour l'instant, avec les études, c'est le dépistage et la vaccination. Le dépistage, on doit dépister quoi? Les lésions précancéreuses, c'est-à-dire les modifications cytologiques qui sont liées à l'apparition ou à la présence de ces germes. Oui. Ok, il faudrait à tout prix les décrire ou les dénicher. C'est pour ça qu'on vous dit, normalement, dans les pays européens, je prends l'exemple type pour la France, déjà, il y a tout un planning, je dirais, il y a tout un programme, voilà, qui lutte contre les cancers. C'est-à-dire, il y a des éléments caractéristiques pour la prise en charge pour les cancers du côlon. On s'est dit, bon, voilà, à tel âge, il faut déjà commencer avec le dépistage. Par exemple, je vais donner un exemple. Chez eux, quand vous avez fait un frottis cervico-vaginal, s'il est normal, à 2 reprises, et vous devez le faire chaque 3 ans. Chaque 3 ans, il faut faire un frottis cervico-vaginal. Et ce n'est pas le cas dans notre contexte. Il n'y a pas un programme, mais du moins, nous sommes en train de croire avec le Centre national de lutte contre les cancers, le centre qui est piloté par les professeurs et mon professeur Bienvenu Leboisé. Et donc, je crois qu'ils sont à l'œuvre pour établir de principes, pour établir tout un programme national pour le dépistage de toutes ces lésions précancéreuses qui peuvent soit évoluer vers un cancer, soit qu'elles soient éradiquées. Et la vaccination, actuellement, c'est parce que déjà, la vaccination ici en République démocratique. La vaccination, bon, je ne suis pas le coordonnateur des centres nationaux contre les cancers, mais je crois une fois, au cours d'une conférence, il a dit que bientôt, là, je crois, au cours de cette année, on est en train de voir comment mettre au point en exergue les vaccins. Les vaccins existent. Les vaccins, ce n'est pas contre les cancers, mais les vaccins contre ces virus dont j'ai parlé, les human papillomavirus. Et déjà, il faudrait le dire en France, on les fait déjà à partir de l'âge de 9 ans. Parce qu'on s'est dit qu'il faudrait le faire avant le premier rapport sexuel. Et voyez-vous en Europe, déjà pour la France, dès déjà l'âge de 9 ans, l'enfant a déjà son vaccin. Ça va lui empêcher, lui épargner pour la présence de ces cancers. Dans d'autres pays, généralement, on prend des 11 à 14 ans pour certains pays. On peut faire aussi une récupération des 15 à 19 ans. Et pour d'autres pays, on vous dira aussi, ce n'est pas seulement les filles, il y a aussi les garçons. Quoi, parce qu'actuellement, avec les histoires de homosexualité, tout ça, il y a l'histoire des fellations, tout ça. Donc, on ne cible pas seulement les filles, aussi les garçons. Mais docteur, quand vous avez parlé de la sexualité, vous avez dit
La précocité? Ouais, la précocité. Voilà. C'est quoi l'âge normal alors pour les rapports sexuels chez une fille? Quand on dit, on prend l'âge, en fait, ce sont des conventions, des histoires conventionnelles. On s'est dit, bon voilà, ça devait être avant le premier rapport sexuel. On cible, on dit, on étudie tous les paramètres possibles. On dit, voilà, une fille à 10 ans, il y a des filles actuellement à 10 ans qui ont déjà connu les rapports sexuels. Les rapports sexuels pour une fille de cet âge-là, ça ne dépend pas seulement de sa volonté. Elle peut être une fille qui a été violée, c'est déjà les rapports sexuels qu'elle a déjà connus. Donc tous ces paramètres ont été étudiés et d'emblée on s'est dit, moi j'ai travaillé dans j'ai travaillé dans une ONG, c'était à Kisenso, je vis des filles, comment on dit, des viergers à l'âge de 7 ans. 7 ans. Oui. Je suis promoteur d'une école. C'était même dans mon école, il faut le dire. Le monsieur a été arrêté. Dans mon école, on a un papa qui vit, un oncle qui vit avec sa fille, a violé sa fille et la fille était en 2e primaire, je me souviens. Et donc, s'il faudrait considérer tous ces paramètres, je crois qu'il faudrait descendre même à 2 ans. Voilà, à 2 ans, parce qu'avec, quand vous partez chez nous, dans notre contexte RDC, vous allez voir des enfants qui traînent sur la rue, et ces enfants, généralement, ils sont des viergers, à l'âge de 4, 5, 6 ans. Tu vois, donc, mais de manière conventionnelle, on s'est dit, bon voilà, pour que ce soit uniforme, on prend 9 ans. 9 ans, oui. Mais aussi, par contre, il y a aussi des femmes qui n'ont pas aussi connu les rapports sexuels. Je connais aussi tant de femmes, de nombreuses femmes ou filles. J'ai consulté parce que j'ai exercé déjà dans ces domaines de gynéco. Je crois plus de 4 ans j'ai exercé. Je vis des femmes vierges à 40 ans. J'ai vu des femmes vierges à 35 ans. Ok, c'est-à-dire, voilà. On dit qu'on n'en trouve pas ici au Congo. Oui, mais du moins, de façon générale, de façon conventionnelle, pour la France par exemple, bon, je ne sais pas ici chez nous, pour la France c'est 9 ans, mais généralement s'il faudrait considérer tout le pays, ou à l'échelle mondiale, on parle de 11 à 14 ans. Parce qu'on sous-entend, à cet âge-là, l'enfant n'a pas encore connu son premier rapport sexuel. Mais chez nous, dans notre programme, je crois que le coordonnateur national de lutte contre les cancers de ces centres, le professeur Leboisé, avec son équipe, Dr Fabrice, Boukambadje, consort, je crois qu'ils vont réfléchir aussi en ce sens-là pour nous dire quelle est la tranche d'âge pour nous qui est considérée en tenant compte de tous ces paramètres. Okay. D'accord, merci beaucoup docteur. Je pense qu'on va prendre 1 ou 2 questions dans le public s'il y en aura et puis on va directement citer. Bien, merci pour la parole. Je suis Ephraim Loutelo, je suis personnel médical et en même temps, je suis étudiant en 3e doctorat au sein de l'Université de Joubert Campus. Alors, j'ai 2 préoccupations et déjà, c'est une grande joie pour nous de voir le pathologiste, le docteur Rive, que nous respectons beaucoup plus. Ma première préoccupation est la suivante. Docteur, j'ai lu quelque part où on dit qu'il y a aussi des filles vierges qui développent les cancers du col de l'utérus. Il y a aussi des filles qui n'ont pas encore connu des rapports sexuels, mais qui développent les cancers du col de l'utérus. Voilà pourquoi il y a une femme, une Danoise, qui a dit une bonne femme, une mauvaise femme n'est pas exemptée des cancers du col de l'utérus. Est-ce qu'on peut avoir une femme vierge développer le cancer du col de l'utérus? Si oui, par quel mécanisme? Merci. Merci pour la parole. Je suis Gloria Mwanda, étudiante en jeu de médecine à l'Université technologique Bel Campus. J'ai une question. J'aimerais savoir si l'usage habituel de pilules est l'une des causes du cancer de l'utérus, du col de l'utérus. Bonjour, je suis Pierre Lumba Lakwemba, étudiant en médecine en promotion 2-1. Et puis ma question est de savoir comment est-ce que le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels peut développer un cancer chez la fille. Merci. Bonjour, je suis l'étudiant Tissou Bizek de en médecine Bel Campus. J'aimerais savoir si les human papillomavirus peut-il plutôt être transmissible de la mère à l'enfant? Bon voilà, docteur, nous vous donnons la parole pour essayer de répondre aux questions qui ont été posées ici. Merci beaucoup à mes camarades étudiants qui m'ont suivi, qui ont partagé le même plateau que nous. Bon voilà,
nous ont posé des préoccupations qui s'avèrent très importantes. Et on va essayer de répondre juste à notre juste connaissance, notre écoute connaissance que nous avons. Oui. Alors, s'agissant de filles vierges, cancer du col. Bon, j'ai dit qu'il fallait d'abord noter que les cancers du col, ce n'est pas seulement les cancers des filles déviergées. Non. Parce que j'avais dit, j'ai évoqué plusieurs facteurs de risque. Même pour la chicha. Oui. Mais l'agent, il a été démontré, l'agent responsable restait l'HPV. Mais quand cela ne tient, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer. Ces facteurs sont... il y en a d'autres qui présentent des hypothèses, il y en a d'autres non. Ce sont des études que nous avons, des études qui ont été réalisées. Je me dis une fille vierge, mais qui fume par exemple de la chicha. Parce que nous avons cité le tabagisme comme étant aussi facteur de risque. Elle peut, bien qu'elle soit dans son état vierge, dans son état de virginité, intact bien évidemment, elle peut présenter les cancers. Mécanismes, ce sont encore des hypothèses. Je parlais, à part le tabagisme, je parlais d'une infection VIH. Nous avons des enfants, des filles qui sont nées avec déjà cette infection VIH. Je vais dire, c'est vrai que les facteurs responsables restent l'infection HPV, mais il y en a d'autres facteurs qui peuvent expliquer l'apparition chez une fille vierge, comme d'autres facteurs que j'ai cités. Je crois que pour deux raisons, parce que nous sommes sur un plateau, dans un plateau qui est hétérogène, beaucoup de personnes nous suivent, mais s'il faudrait qu'on discute techniquement, je crois qu'il me connaît bien, on va discuter, on va parler des termes techniques. Ça sera plus technique, parce que nous sommes dans un plateau. L'usage de pilules comme cause du cancer, c'est parmi les facteurs de risque. Les femmes qui utilisent le pilule à long terme. Il faudrait déjà dire que le pilule, ce sont des molécules ou des médicaments qui préviennent les grossesses non désirées. Ça, il y a des façons vulgaires. Hein? Oui. Il y en a de deux types. Il y a les formes combinées, où vous avez l'association des estrogènes et des progestérone. Et il y a aussi la forme qu'on appelle la forme microprogestéronique. Et on vous dit que l'utilisation à long terme des pilules combinées, c'est-à-dire vous donnez les estrogènes avec la progestérone, peut à long terme, non seulement parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, et ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et parmi ces effets secondaires, on décrit aussi l'association avec l'apparition du cancer du col. Mécanisme, ça reste encore hypothétique. C'est encore hypothétique. Il y a des hypothèses qui disent, mais du moins, si on doit citer, on parle aussi de la contraception hormonale. Hormonale combinée. Mais cela doit se faire à long terme. Plusieurs partenaires cancer du col. Oui, parce que les human papillomavirus peuvent être contaminés par la voie sexuelle. Alors, nous avons dit qu'il y a plus de 100 types. J'avais dit 100 types pour les uns, 200 types pour les autres. Ça veut dire moi, je peux porter un type, par exemple le type 16. L'autre peut porter type 45-31. OK? De quoi de ce facteur qui peut influencer l'apparition. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Il reste une question où il a demandé... la transmission de la mère à l'enfant. Oui, cancer du col, non, je dirais plus les cancers de l'œsophage. Une femme qui présente des voies génitales souillées au cours du traversée de l'enfant peut être infecté et puis voilà au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, au niveau de l'œsophage, voilà, elle peut faire un carcinome épidermoïde. D'accord. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Nous sommes donc à la fin. Mais si nous pouvons avoir un petit mot de conseil pour cette population qui nous ont suivis, un petit mot de conseil par rapport à eux. Bon, comme vous avez dit, nous sommes plus dans le cadre de la sensibilisation. Oui. Il faudrait dire à toutes les femmes, il faudrait dire à tous les hommes que les cancers du col de l'utérus existent. C'est bel et bien une réalité. Une fatalité pour certains, mais je dirais aussi, tant que personnel spécialisé, pas aussi une fatalité,
surtout si les lésions ou les modifications morphologiques liées à ces germes, lorsqu'elles sont dépistées avant, je crois que la vie est possible. Et donc, ces cancers existent, il existe, il est là, ça arrange nos familles, nos sœurs, nos femmes, nos mamans et consorts. Donc, la sensibilisation, c'est l'affaire de tout le monde. Les diagnostics, si vous avez déjà des saignements, vous avez des douleurs abdominales, il faut avoir l'habitude de voir votre gynécologue ou un médecin. Et le médecin, à son tour, va vous orienter soit vers un examen d'orientation qui reste les frottis oncologiques, cervico-oncologiques. Si déjà il y a des lésions suspectes de malignité, on sera obligé de faire la biopsie. La biopsie, ce n'est pas un examen, c'est un prélèvement. Et là, le pathologiste, l'anatomie-pathologiste va intervenir pour diagnostiquer. Et si le cancer est diagnostiqué, si le cancer est encore au début, il y a des traitements, nous n'avons pas parlé des traitements. Il y a les traitements curatifs, il y a les traitements chirurgicaux, on peut faire la chimiothérapie, on peut faire la radiothérapie. Mais tous ces traitements sont discutés en réunion des concertations pluridisciplinaires. Donc, je sensibilise toutes les femmes, toutes nos sœurs, toutes nos mamans. Lorsque vous avez un signe qui vous dérange, un symptôme qui vous dérange, que ce soit une douleur abdominale, que ce soit une dysparénie, c'est-à-dire des difficultés, des douleurs pendant les rapports sexuels, vous êtes obligé de contacter votre médecin pour une orientation bien définie. Et je dis, je vous remercie. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous avons reçu ici le docteur Rive Lukwaku, qui a accordé de son temps et de sa présence. Un grand merci à vous, docteur. Un grand merci au public qui nous ont suivis et qui nous ont accompagnés. Un grand merci à vous aussi. Un grand merci à vous, les téléspectateurs, vous qui nous suivez de chez vous à la maison. Continuez de suivre cette émission parce qu'elle existe pour vous. Nous allons nous retrouver prochainement ici encore au plateau de Pacemaker pour parler d'un nouveau sujet. Je remercie mon équipe technique, Luther Lupeta et bien d'autres, et toute son équipe. Un grand merci à vous. Si cette émission a été rendue possible, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ, lui le Maître, qui nous accorde le temps, la vie et la paix. Nous nous retrouvons donc prochainement ici au plateau de Pacemaker. Au revoir.